Nous en arrivons à quelque chose d'essentiel qui a aussi interpellé l'école dans ses fondamentaux. Abdou Fall, notre invité principal, le rappelait qu'il aimait bien rester sur des positions de principe, de ce qu'il y a de plus essentiel, de structurant pour notre société. L'école interpellée dans ses fondamentaux, dans son système d'enseignement. Ce débat introduit par Boris et Bachir, je disais tout à l'heure en taquinant qu'entre les deux, il y a Abdou. Puisque bien entendu, vous avez votre voix, vous avez élevé la voix, pas pour être arbitre, mais pour enrichir ce débat qui pose un principe très simple. Est-ce qu'il faut introduire de façon plus efficiente l'apprentissage par nos langues nationales, théorisé par Cheikh Anta Diop, qui est un point commun, je pense, de toute la classe scientifique du Sénégal. Aujourd'hui, on en est arrivé à un moment où les langues sont catégorisées, les langues occidentales, comme des langues de géopolitique, à travers lesquelles la science, le savoir est dispensé. D'autres théorisent le fait de devoir passer l'apprentissage par nos propres langues. C'est un débat qu'on n'épuisera pas ici dans cette tribune, mais quelle est la position de principe à dégager sur cette question? Bon, c'est un... D'abord, le débat Boris-Bachir, qui sont tous les deux de très grands amis, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je pense qu'il faut qu'il soit circonscrit, voilà, autour des problématiques, des thèmes. Voilà, et les thèmes, c'est un peu les sujets sur l'école, sur la traduction et sur le reste. C'est moi, c'est cet aspect du débat qui, je trouve, très, très important, très intéressant et d'une extrême actualité. Je vous le disais tout à l'heure, l'école est au cœur. On vit un monde gouverné par le savoir. Et c'est la révolution scientifique, technique et technologique en cours ne nous autorise pas à laisser des segments de notre jeunesse, quelle qu'elle soit, en rate. Nous avons la responsabilité de travailler à ce qu'ils soient dotés des outils techniques, technologiques et scientifiques qui nous permettent de transformer nos sociétés et de participer à la civilisation, de jouer pleinement notre rôle dans la civilisation de l'universel, qui se construit dans un monde en mutation et qui ouvre énormément de perspectives. Moi, je suis de ceux qui pensent que autant la mondialisation présente des aspects très pervers, autant la mondialisation ouvre des perspectives pour des gens qui sont audacieux et qui en veulent. Voilà. Et je pense que la jeunesse africaine et sénégalaise en particulier a la possibilité, une chance exceptionnelle pour pouvoir se former et jouer les grands rôles dans l'avenir et faire jouer leur pays et leur continent les grands rôles. Et de ce point de vue, le débat sur l'école, on ne peut pas le poser, à mon avis. Et là, je parle de mon expérience, parce que moi, j'ai l'avantage d'avoir commencé dans le niveau primaire, j'ai été instituteur, et d'avoir terminé ma carrière d'enseignant dans un institut d'enseignement supérieur. Donc, je peux dire j'ai un peu traversé le système, et par l'activité syndicale et politique, j'ai été au cœur des débats sur les réformes du système éducatif. Alors, ça me donne, je pense, un minimum de, sans prétention aucune, un minimum de légitimité pour pouvoir parler de ces questions-là. Alors, la question de l'école, à mon avis, l'Afrique ne peut pas réussir sa révolution technique, scientifique et culturelle si elle ne réussit pas sa révolution éducationnelle. Et réussir la révolution éducationnelle, pour moi, c'est deux choses. Les deux fondamentaux. Le premier, c'est donner à nos enfants la chance, par leur langue, d'avoir les conditions d'une démocratisation de l'accès au savoir. L'accès au savoir, c'est en termes d'offres de services d'éducation, mais c'est aussi par les langues. Les langues peuvent être des facteurs de démocratisation comme ils peuvent être des facteurs de discrimination. Et de ce point de vue, c'est ça l'enjeu de tout le débat sur lequel tous les scientifiques du monde s'entendent. Le deuxième enjeu, c'est un peu une école des métiers.
il faut que notre école soit à la fois une école d'élite et une école aussi qui prépare au métier par un bon système de sélection-élimination. Ceux qui sont aptes à faire de grandes études supérieures du genre des cadres que nous avons devant nous, on les accompagne pour qu'ils aillent le plus loin possible. Ceux qui ne sont pas doués pour ça, qu'on puisse assez tôt les orienter dans des filières qui leur permettent de gagner dignement leur vie sans bloquer le système avec des possibilités de réinsertion comme ça se passe dans beaucoup de pays. Alors, voilà pour moi les deux grands enjeux. Le premier, c'est les langues. Alors, sur les langues, nous avons des contraintes. Parce qu'autant personne n'est contre le principe que l'enfant soit préparé à partir de sa langue maternelle. Il a des atouts avec sa langue qu'il ne peut trouver dans à travers aucune autre langue. Mais cependant, l'Afrique a un gap. C'est ça le sens de ma contribution. Le gap que nous avons, c'est que nous sommes le seul continent au monde qui avait été colonisé et qui n'avait pas une langue écrite. On ne l'avait pas. Les Chinois l'avaient, les Indiens l'avaient, les Vietnamiens l'avaient, les Japonais l'avaient. Partout, presque tous les pays anciennement dominés, lorsque les puissances coloniales arrivaient, ils ont trouvé tout un système d'écriture, un code écrit, avec tout un patrimoine historique, technique, scientifique, culturel. On ne l'a pas. Et Abdou Fall, ça introduit justement ces débats, parce que la communauté scientifique ne valide pas ou ne reproduit pas les travaux de Cheikh Anta Diop, celui par qui le débat est arrivé entre nos deux éminents intellectuels que je citais tout à l'heure, puisqu'il théorise quand même cette prééminence du Wolof sur beaucoup d'autres langues, et même écrit, transcrit. Non, le Wolof était parlé. Les langues ici, à l'époque coloniale, les langues écrites en Afrique, en tout cas dans cette partie de notre continent, de l'Afrique, c'est à travers l'arabe, pratiquement depuis le 9e siècle, et le français depuis le 16e, le 17e siècle. Et c'est pourquoi d'ailleurs, si vous analysez... Oui. Hein, l'Éthiopie, à l'exception de l'Éthiopie, c'est l'Éthiopie qui est une vieille civilisation qui avait sa langue écrite. Mais à l'exception de l'Éthiopie, les autres pays du continent n'avaient pas accès au code écrit. Les puissances dominatrices n'ont pas trouvé une langue écrite. C'est un point de faiblesse, contrairement aux autres. Le deuxième point de faiblesse, c'est que si vous analysez la structure, la configuration linguistique de notre société, nous avons deux langues dominantes, qui sont les langues d'élite, c'est le français et l'arabe. Toutes nos élites intellectuelles et politiques ont été formées à l'école française. Et toutes nos élites sociales, religieuses ont été formées à l'école arabe. De la civilisation arabo-islamique. C'est même pas, voilà, c'est plus le Coran que l'arabe d'ailleurs. Alors, donc tous ceux qui ont un prestige social, c'est par les langues étrangères qu'ils l'ont acquise. Et ces langues ont été des facteurs de révolution sociale profonde. Ils ont contribué en démocratisant l'accès au savoir, à bouleverser un ordre social qui était là structuré depuis des millénaires. Alors c'est pourquoi ces langues ont été remplies à leur époque une fonction émancipatrice. Alors, le fait qu'on n'ait pas eu de langue écrite au départ, et que deuxièmement, les langues étrangères étaient les langues d'émancipation sociale, ont constitué presque un frein dans l'esprit des gens, lorsque brutalement on veut leur dire, écoutez, il faut abandonner pour recourir à vos langues maternelles. Alors, si vous analysez par contre le cas du Sénégal qui est très intéressant, nous avons ces deux grandes langues, qui sont ces deux langues qui sont les langues des élites. Ensuite, vous avez à la base les langues nationales, il y en a une trentaine, entre 25 et 30 codifiées. Non, maintenant, 22 sont codifiées maintenant. Au départ, c'était les 6 qui sont cités dans la Constitution. Mais aujourd'hui, sur les 25 langues sélectionnées, avec des variantes... Est-ce que ce n'est pas une faiblesse aussi, même de prendre des langues de minorité à ce niveau? Ah non. Les langues, on doit leur conférer une égale dignité. C'est là la difficulté, justement. On ne peut pas remettre en cause le principe de respect de l'égale dignité des langues. Parce que derrière les langues, il y a toute une culture, et derrière les cultures, il y a toute une vision du monde. Ça, on n'a pas le droit d'y toucher. Alors, c'est ça la grande difficulté pour l'introduction des langues nationales. Maintenant, nous, on a la chance, entre les langues, voilà, les 25 langues, et les langues, disons, que j'appelle les langues des élites,
Nous avons le Wolof qui a rempli une fonction unificatrice. Et c'est de ce point de vue que j'aimerais bien que les non-linguistes, tu vois, parce que le professeur Cheikh Anta Diop dit que le Wolof n'est pas une ethnie, c'est une langue. Parce qu'effectivement, derrière chaque Wolof, vous avez une ethnie différente. Tu as Seul, Perer, Soninké, Mandeng, etc., etc. Même Mour. Alors, donc, par quel processus on a pu construire le Wolof pour lui faire jouer le rôle qu'il joue dans notre société? Ça, il serait intéressant que les linguistes, voilà, et les chercheurs puissent approfondir ce thème-là. Mais à l'arrivée, ce que je pose comme problème, c'est qu'aujourd'hui, pour résoudre cette équation des langues nationales, un consensus se construit de plus en plus autour de l'idée de promouvoir le bilinguisme à l'école. Pour qu'au moins les premières années d'apprentissage, qu'on puisse les faire par les langues nationales, combinées avec le Wolof, le français qui est la langue officielle. Et je dois conclure sur ce point en disant que l'expérience a montré, depuis les années 70 avec le président Senghor, que toutes les classes expérimentales dans lesquelles les enfants ont démarré par leur langue maternelle, les performances des élèves ont été plus importantes que ceux qui n'ont commencé que par le français sans être issus d'un environnement familial où la langue française est parlée. Il nous a fait avancer, mais il a pas tranché le débat. Je reviendrai à lui pour une position, en tout cas pour une position affichée. Madame le ministre, j'aime évoquer bien sûr la ministre chargée du numérique, puisque vous voyez, ce débat-là introduit les partisans de l'apprentissage par des langues géopolitiques. On dit que beaucoup de concepts n'ont pas été traduits ou sont peut-être intraductibles parce que c'est de nouveaux concepts qu'il faudra passer des années et des années de recherche pour les traduire. Saliou Kandji, le professeur Saliou Kandji, a quand même fait de gros efforts de traduction, et d'autres, bien entendu, Sakhir Thiam et d'autres. Est-ce que dans votre domaine, vous pensez qu'on pourrait, comme ça, introduire l'apprentissage sur les technologies de l'information et de la communication par les langues? Ce serait démocratiser aussi l'utilisation de ces technologies, non? Alors, je vais vous demander tous les deux de faire de la magie, parce que ça va se faire en 1 minute pour chacun. Et un certain nombre de points. Google se fait en Wolof pendant que les gens se posent la question ici. Donc, eux, ils voient l'intérêt pendant que les intellectuels se posent la question. Un marabout est venu me dire, alors qu'il était très contre les réseaux sociaux, Madame Diop, moi, j'ai des daras un peu partout. J'en ai une 30aine dans le pays. Et je voudrais que moi, ce que je dis, ce soit ça qui soit enseigné et pas une interprétation, une déformation. Je lui ai parlé d'un réseau numérique où il se ferait des vidéos, où il se présenterait. Alors, c'est là qu'il a commencé à se dire, donc le numérique peut servir à l'apprentissage, y compris pour des questions autres que le français ou autre chose. L'autre aspect, je fais des actions aussi avec des daras à Hambourg. Un des maîtres coraniques est venu me dire, est-ce que vous pouvez, parce que moi j'ai un problème, les jeunes qui sont dans mes daras finissent souvent ouvriers, menuisiers et tout ça. Je voudrais qu'on leur apprenne un peu de français, un peu de calcul et surtout de quoi manipuler ces téléphones parce que c'est avec ça qu'ils vont vivre demain. Donc les questions sont vraiment déjà là et les gens sont en train de trouver des solutions. Dans les groupes WhatsApp, vous ne trouvez que du vocal en Wolof. Parce que comme il dit, pas de support écrit. Et que des fois, moi-même, quand je lis du Wolof, c'est tellement plus compliqué pour moi que quand je lis du français que je préfère le vocal. Donc, je me suis mise aussi là-dessus. Un troisième aspect, j'ai des neveux et nièces qui sont nés de parents sénégalais et qui vivent à l'étranger, qui sont en train d'apprendre le Wolof, le Toucouleur, à l'étranger, une fois arrivés au stade de l'université. C'est dire que dans ce nouveau monde identitaire, de repli identitaire, donc qui pose la question de la source de chacun, de l'identité initiale de chacun, les langues ont leur place à part entière. Pourquoi ces jeunes viennent dire, mais finalement moi je dis que je suis sénégalais, mais je ne parle pas bien Wolof. Mais donc est-ce que je suis vraiment sénégalais? Donc les langues, moi je suis tout à fait d'avis. Je ne suis pas linguiste, ni technicienne, ni du monde de l'information, si ce n'est que moi j'ai des outils. Les technologies, ce ne sont que des outils. Et il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour accompagner un projet de bilinguisme. Je suis entièrement d'accord. Je reviens sur une chose que le ministre a dit
c'est que les arabophones sont aussi des intellectuels. Je me souviens d'un collègue qui disait que la première fois qu'il avait rencontré je ne sais plus quel marabout, ils ont discuté de Platon, parce que la religion s'accompagne de discussions sur l'âme. Donc ça veut dire que les arabophones vont lire Platon, Aristote, etc. en arabe, ou avec Averroès, avec Razali et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a d'une certaine manière deux vies intellectuelles au Sénégal qui se croisent rarement. C'est la vie intellectuelle arabophone et la vie intellectuelle francophone. Et j'aime bien l'idée que ces deux élites, en fait, ces deux élites intellectuelles qui existent dans ce pays, qui ont des langues qui ne sont pas les langues du peuple. Maintenant, est-ce que si on décide d'enseigner, d'introduire les langues nationales comme outil d'enseignement, est-ce que ça aura une influence sur la démocratisation des savoirs et sur la création d'une société beaucoup plus égalitaire? C'est là où je ne suis pas vraiment sûr, parce que quand vous regardez les choses, les expériences sont très impressionnantes, je les connais également. La question qui se pose est la question de la scalabilité. Est-ce qu'on peut prendre ces expériences pilotes qui sont très impressionnantes, les reproduire partout dans le pays et obtenir les mêmes résultats? Sur ça, j'ai un doute. D'autre part, l'autre problème que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de pays maintenant qui ont fait des expériences d'arabisation ou bien d'apprentissage dans une langue nationale, etc. Et 30 ans plus tard, ces pays-là se retrouvent avec une génération qui est mal formée, avec un système éducatif dual, avec des élites qui continuent à aller dans des écoles françaises, américaines, etc. Et puis le peuple qui continue à aller dans l'école locale et à apprendre la langue locale. Donc toutes ces questions-là, me semble-t-il, doivent être pensées avant que l'on passe à un apprentissage par les langues locales. Mais le modèle proposé par le ministre Fall est un modèle intéressant parce que utiliser les langues nationales comme outil pour enseigner d'autres langues, ça, je pense qu'on ne peut qu'être d'accord, en fait, si modulo la scalabilité, modulo un certain nombre de questions. Mais il faut bien voir la question de la justice sociale, parce qu'au Sénégal, quand on regarde les élites actuelles, beaucoup d'entre elles sont sorties de lycées de banlieue, de milieux défavorisés, de l'intérieur du pays, et s'en sont sorties grâce à l'école. Donc, d'une certaine manière, l'école publique joue encore son rôle, et je pense qu'il faut préserver ça. Et une manière de préserver ça, c'est de ne pas avoir deux systèmes publics. Et si vous regardez, par exemple, les élèves de Jeanne d'Arc, commencent leur classe en septembre, là où le reste de la population commence ses classes en octobre. Vous voulez dire les écoles du programme français, hein? S'il n'y a pas que Jeanne d'Arc, Jean Mermoz, ils ont tous commencé. Donc il y a des gens qui commencent en septembre, d'autres qui commencent en octobre, etc. Je pense que ça, c'est les problèmes qu'il faut d'abord régler de la France, avant d'aller il faut bien le préciser, ils ont les mêmes vacances scolaires que la France, les mêmes, le même programme que la France, donc, mais c'est accepté par notre système. Voilà. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on fait le constat qu'on a un gap énorme à résorber sur l'apprentissage des langues, ou alors on se dit, tant qu'à faire, si on introduit toutes ces langues, on risque de se couper d'une bonne partie de l'humanité, parce que vous n'imaginez pas, ou peut-être que vous l'imaginez, je ne sais pas, le président du Sénégal, à la tribune des Nations Unies, vouloir utiliser sa langue qui peut-être le couperait de toute l'assistance qu'il y a à la tribune des Nations Unies. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de ces langues étrangères comme des langues géopolitiques de communication. Est-ce qu'il faut pousser le bouchon jusqu'à vouloir nous aussi affirmer notre... En vérité, l'option, la bonne option, c'est le multilinguisme. C'est le multilinguisme, avec le bilinguisme de départ. Aujourd'hui, toutes les recherches au niveau de l'UNESCO en particulier, des consensus auprès des chercheurs, chez les chercheurs, dans la communauté des chercheurs, se sont construits autour au moins d'une idée. Un enfant qui fait les 2 premières années de sa scolarité dans sa langue maternelle et qui introduit les langues étrangères, après, il fait un parcours beaucoup plus rapide et beaucoup plus impressionnant que celui qui n'a fait que le français. Et même pour l'acquisition du français, ça facilite, parce qu'on a installé au départ, à partir d'une langue qu'il maîtrise, tous les mécanismes de base qui lui permettent d'apprendre
et de maîtriser une langue qui lui est étrangère. Et c'est surtout dans les mathématiques que les résultats sont encore beaucoup plus spectaculaires. Or, c'est ça le grand point faible aussi de notre système actuel en termes de rendement. Alors, donc, le Sénégal, aujourd'hui, ce débat, on n'est pas en train de dire, écoute, allons 2 ans pour les langues nationales, parce que la langue officielle reste le français. Et c'est pourquoi l'idée qui semble se dégager et autour de laquelle un consensus se construit de plus en plus, c'est de dire, engageons simultanément la formation dans les 2 langues, entre le Wolof et le français. Et au fur et à mesure qu'on avance, la langue française prend le dessus. Et c'est de ce point de vue que les expériences qui sont menées sont des expériences très intéressantes et dont les résultats sont fabuleux. Alors, moi je pense donc que, maintenant, le problème que vous posez, vous, c'est un peu cette multiplicité de langues et les crispations que ça peut entraîner au niveau des communautés lorsqu'on doit arbitrer en faveur d'une langue ou d'une autre. Effectivement, ça fait partie aussi, c'est la 3e contrainte. Cette contrainte-là, les études sociolinguistiques réalisées au niveau des différentes communautés, au niveau régional en particulier, laissent souvent apparaître des langues de consensus, qui sont des langues parlées. Parce que pour le choix d'une langue, hein, la règle, le principe, c'est de dire ce que chez nous on appelle la langue première et que l'UNESCO l'appelle la langue familière. Quelle est la langue que les enfants parlent dans leur environnement quotidien, social? Si c'est à l'école, quelle est la langue qu'ils parlent dans la cour de récréation? S'ils ne sont pas à l'école, quelle est la langue que les enfants parlent dans l'espace où ils s'amusent, de jeu, dans les aires de jeu? Et généralement, c'est à partir de cette langue qu'on peut démarrer les apprentissages de base avec la langue française et la possibilité d'introduire l'autre langue après. Donc le monde, il faut qu'on se prépare à accepter, mais autour de cette table, personne n'est unilingue. Nous parlons tous plusieurs langues. Donc il faut qu'on prépare nos enfants à utiliser toutes les potentialités et toutes les possibilités qu'offre l'environnement culturel dans lequel ils vivent, y compris le français et l'arabe, qui sont devenus objectivement des éléments de notre patrimoine. On n'y peut rien. La moins bonne, c'est que c'est fini. La bonne, c'est que justement, on est sur une plateforme numérique où le débat se poursuit. Évidemment, nous avons été très heureux, Monsieur le ministre Abdou Fall, de vous accueillir. J'ai bien aimé le militant du Parti de la Libération du Peuple, mais qu'est-ce que vous êtes allé vous emmerder en tant que ministre de la Santé et de la Culture? Vous avez plus aimé laquelle des deux, culture, communication ou santé? Moi, je suis allé parce que c'est la fonction ministérielle, hein, c'est une fonction d'animation, de coordination, et bon, elle en sait quelque chose. Voilà. C'est plus facile de faire avec les médecins, le corps médical, les journalistes et les hommes de culture. Mais c'est des mondes tout aussi passionnants, je dois l'avouer. Vous aimez votre nouvelle vie? Ah non, je suis parfaitement à l'aise là-dedans. Hein. Moi, j'essaie de me reconvertir un peu dans le privé, je suis dans les énergies renouvelables. Moi, je suis cheikhiste. Surtout, moi, je suis resté fondamentalement cheikhiste dans ma vision des choses. Je suis sur les énergies renouvelables, je suis sur le panafricanisme et je suis sur les langues nationales. Madame le ministre, je ne vais pas vous demander si vous aimez votre nouvelle vie. On le sait, vous êtes une femme active, une femme tech, digitale. Et vous mettez votre science et votre savoir aussi au service des communautés. Vous le rappelez tout à l'heure, à la base, dans des daras. C'est comme ça aussi qu'on fait bénéficier de son expérience. Pour même dire, dans la suite de ce que M. Fall vient de dire, nous avons besoin d'une langue CEDEAO. Hein. Parce que arrêtons de parler à nos petites échelles, vous ramenez aux langues. On a besoin d'une langue CEDEAO. On n'a pas besoin seulement d'une monnaie, on n'a pas besoin seulement d'infrastructures, on a besoin de pouvoir se parler et d'avoir ce projet d'intégration à travers la langue qui est le meilleur véhicule. Aujourd'hui, si vous allez à l'Union européenne, l'italien, ils ont beau traiter les Français on a la carte d'identité numérique, numéralisée, on a la zone de libre-échange, ça va venir. Dans nos projets d'éducation, dans nos projets de société, à avoir une langue CEDEAO. Et c'est peut-être pas le Wolof. Adiba, je disais à votre jeune âge d'être formateur. Peut-être même que vous en recevez des gens qui sont plus âgés que vous devez former et qui doivent aller dans les classes. Mais tout à l'heure, le ministre Abdou Fall introduit un débat que vous n'arrivez pas à épuiser à la faculté. Il interpellait les philosophes et les sociologues. On sait un vieux contentieux entre vous, vous n'êtes jamais d'accord. Comment on fait?
entre philosophe et sociologue. On le sait, vous reprochez souvent aux sociologues de ne pas proposer de solution à nos problèmes. Les deux qu'on a évoqués ici, les sociologues n'auraient pas donné de solution. Ils en auraient fait le diagnostic certainement. Je pense que les sociologues sont extrêmement utiles, les philosophes également, j'espère, sont extrêmement utiles. Donc, et de toute manière, la philosophie est une, si je puis l'appeler science, c'est une science qui prend son vol à la nuit tombée, comme dirait Hegel. Donc ça veut dire que les données sociologiques sont intéressantes pour nous, tout comme les données de mathématiques, de physique, etc. Donc pendant longtemps, sociologues et philosophes ont partagé le même département. On va essayer de les réconcilier. Merci en tout cas à Adiba, philosophe formateur à la FASTEF, Madame Fatou Blondin Diop, ancienne ministre chargée du numérique, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous et d'avoir introduit la discussion avec Abdou Fall. Je ne dirais pas l'ancien ministre parce qu'on a préféré le militant engagé, acharné, hein? L'idéologue. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci, je vous donne rendez-vous sur Sans Détour, sur Ce n'est Plus, en très prochain numéro. Merci.